de l'équipe d'enseignants de l'ESCA, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui traite d'un débat et d'un sujet particulier, à savoir cette campagne de boycott que le Maroc connaît depuis un certain nombre de semaines et qui nous interpelle tous à plus d'un niveau. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de mutations technologiques, démographiques, culturelles, sociologiques, de transition politique. Et nous avons assisté à un phénomène qui est d'une ampleur inédite, d'une violence inédite pour les sociétés, et que nous cherchons aujourd'hui à comprendre et à disséquer. Les invités qui ont accepté de venir débattre avec nous sur ce sujet sont bien sûr les bienvenus. Nous avons d'éminents spécialistes, Monsieur Alaoui, qui est représentant du Conseil économique et social et environnemental, et je pense qu'ils ont fait beaucoup d'études sur la jeunesse, sur les évolutions des tendances de cette jeunesse, sur les ruptures démographiques, et nous donnera un éclairage très intéressant sur le phénomène. Alors, excusez-moi, je parle à chaque fois de phénomène, et M. Rorfi me corrige à chaque fois, me dit non, ce n'est pas un phénomène, parce qu'un phénomène suppose qu'il ait un début et une fin. Donc, alors encore une fois, je suis désolé, M. Rorfi, alors c'est le boycott. Et donc, ce glissement sémantique n'est pas de ma faute. Hein. Donc, je parle du boycott en tant que transformation numérique de la société et en tant que transformation encore plus profonde qui est en train de redéfinir les relations entre producteurs et consommateurs. Alors, nous avons M. Racher, qui est un sociologue et qui a écrit et qui a analysé le boycott. Il a livré des études assez intéressantes sur le sujet. Et nous avons deux spécialistes de la communication digitale qui nous permettent de comprendre ce nouveau mode de communication face auquel les entreprises sont un peu désarmées. Alors il y a monsieur Douib et monsieur Subti. Alors sans plus tarder, je vais leur donner la parole et je voudrais commencer par monsieur Rachir, si vous le permettez. Une question très simple. Comment ça se fait qu'on n'ait rien vu venir face à ce phénomène? Qu'on n'ait rien vu venir par rapport à ce phénomène? L'ampleur et le caractère inédit du boycott. C'est bon? Donc je disais que c'était une surprise pour ceux et celles qui ne suivaient pas l'évolution des différentes formes sociales de protestation. Mais pour moi, ce n'était pas une surprise parce que tout simplement, j'avais dans un ouvrage que j'ai publié en 2016 où je parlais justement, qui est intitulé « La société contre l'État, les mouvements sociaux et stratégies de la rue au Maroc ». C'est pour dire tout simplement cette absence d'intermédiation sociale de plus en plus importante. Un déficit d'intermédiation sociale, ça veut dire, hein, ça a été plus clair lors des événements d'Al-Husseima, où les protestataires et leurs leaders ont rejeté toute intermédiation sociale, que ce soit les organisations syndicales, la société civile, les partis politiques, etc. Disons que nous, on n'a plus confiance dans cette élite. Et avant les événements de l'Husseima, on l'a remarqué aussi en 2011. Je vais pas remonter un peu plus loin parce qu'on n'a pas le temps, mais en 2011, il y avait déjà chez les jeunes ce déficit de confiance par rapport à l'élite nationale, par rapport à l'élite, que ce soit syndicale, que ce soit associative, etc. Les jeunes du mouvement du 20 février, ainsi que les jeunes par la suite, on va le voir avec le phénomène de boycott, c'était qu'ils ne faisaient pas donc confiance dans cette élite. Premier point. Le deuxième point, c'est que les jeunes ne cherchaient pas à avoir, donc couper cette tradition de zaïm, du leader. Nous, on va s'organiser et on n'a pas besoin de leader. Le zaïm, on le voit dans le mouvement social du boycott, le zaïm n'existe pas et
on n'en veut pas, les Facebookiens ne veulent pas d'un zaïm. Ils sont là, comme c'était le mouvement du 20 février, on ne veut pas de zaïm. Quand un communiqué il est adressé à la presse, c'est une réunion collégiale entre et tout le monde a la parole pour s'exprimer et pour sortir finalement un communiqué pour la presse. Donc, pas de leader, pas d'intermédiation sociale. Et troisièmement, c'est qu'on voulait les jeunes, et ça c'est aussi important que de le voir quand on fait cette évolution des formes sociales de protestation, c'est on ne veut pas d'idéologie, pour résumer. C'est-à-dire toutes les idéologies, que ce soit nationaliste, il s'est essoufflé, l'idéologie islamiste, elle s'essouffle avec cette expérience. On a fait l'expérience aussi d'un gouvernement dit d'alternance qui a suscité énormément d'espoir et après c'était la grande déception. Une grande déception aussi, et le phénomène de boycott le montre, c'est en 2000, disons le nouveau Rennes, il a exprimé énormément d'espoir sur la jeunesse et ça a été une déception. En 2011, encore une nouvelle fois, une nouvelle étape, un nouvel espoir et qui a été aussi déçu par cette idéologie, disons, des partis islamistes, disons, du PJD. Donc, à chaque fois, il y a des espoirs et des attentes qui ont été formulées et à chaque fois, il y a une déception. D'où, donc, ce déficit de confiance par rapport à l'élite politique et ce déficit de confiance, parce que, bon, je n'ai pas le temps de développer beaucoup d'idées, mais je vais essayer d'être rapide, c'est qu'on est, la société marocaine, elle est soumise à énormément de changements depuis, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Je donne juste pas des critères, mais des indices. C'est en 1994, on était 4 millions d'habitants, 4 millions de Marocains qui habitaient les villes, qui habitaient l'urbain. 1994, 2004, pardon, l'avant-dernier recensement national de l'habitat, on était 16 millions. C'est-à-dire en 20 ans, les habitants de la ville ont doublé. Maintenant, on est à 16 millions d'habitants d'après donc le recensement de 2014. Donc il y a ce phénomène de l'urbanisation. On est de plus en plus, je ne vais pas dire citadins, mais des habitants de la ville, parce que plus la ville grandit, plus, disait l'autre, plus moins on a de citadins, mais ça c'est un autre problème. D'autres indices, c'est que nous vivons dans une société d'individus. C'est fini cette société traditionnelle, cette société, et les différentes enquêtes que nous avons menées, l'avant-dernière c'était l'enquête de l'IRES, de l'Institut royal des études stratégiques à laquelle j'ai participé entre 2009 et 2012 et qui nous donne énormément d'informations. Je ne sais pas si les données des enquêtes sont actuellement, parce qu'à chaque fois ils sont sur Internet, puis après tellement il y a des données très, très sensibles qu'on les enlève des réseaux sociaux. Donc, pour dire qu'une société d'individus où on fait l'éloge de l'individu. Pourquoi on fait cet éloge de l'individu? D'abord, il y a l'écologie, ce qu'on appelle l'écologie urbaine, c'est-à-dire les grandes villes, il impose des contraintes, il impose des valeurs, c'est-à-dire donc l'individu et la démographie nous renseigne aussi sur ces nouvelles valeurs qui ont permis l'émergence, j'allais dire même l'éloge de l'individu. C'est-à-dire, si je prends un exemple, au Maroc, en 1961 par exemple, je reviens toujours au recensement national de la population et de l'habitat, on remarque que la moyenne, c'était 7,2 par femme, par tranche de femme, c'est le taux de fécondité, 7,1. Donc on faisait à l'époque énormément d'enfants, d'une manière naturelle, et en 2014, le dernier recensement, il nous donne la moyenne de 2,1 enfants par femme.
Ça veut dire que les Marocains ils font moins d'enfants, c'est ce qu'on appelle la transition démographique et non pas démocratique. Donc cette transition démocratique, il impose des valeurs, c'est-à-dire l'individu, l'enfant, c'est plus l'enfant d'autrefois. On a un enfant, maintenant on fait tout pour assurer son éducation parce qu'on a 2 enfants, maximum 3. Et donc l'individu, il prend de l'importance. Une société donc d'individus, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'enquête de l'IRES, il nous montre aussi, pas seulement ce déficit de confiance par rapport à une élite, hein, mais le déficit de confiance par rapport à son voisin. Donc nous avons fait aussi dans le cadre de cette enquête de grande ampleur de l'IRES, essayer donc d'évaluer, de voir la nature des relations de voisinage entre les Marocains. Et nous avons remarqué, ça c'est un chiffre qui fait peur, quand on étudie les relations de voisinage, c'est le palier, c'est celui qui est au haut, celui qui habite à proximité donc dans le quartier, et les résultats au niveau national. Parce qu'on sait, quand on fait le résultat au niveau urbain, le taux va être encore plus important. Donc je disais, ce déficit de confiance, quand on interroge les Marocains, ils nous disent que 80% des Marocains ne font pas confiance à leurs voisins ou ils font confiance moyennement à leurs voisins, 80%. Je disais que si on prend le critère de la ville, si on prend encore le critère de la grande ville, on va voir que ce manque, ce déficit de confiance par rapport à son voisin, elle est relativement énorme. Donc une société, on reprend une société d'individus et ces changements, bien sûr, ils se répercutent sur les réseaux sociaux. Donc je disais que cette forme de protestation, elle était, disons, bon, là il y a débat, elle était individuelle. Donc, et l'adhésion, elle était individuelle. Il n'y avait pas des organisations. D'ailleurs, le boycott n'est pas organisé. Bon, on a certainement des doutes parce que quand on parle du boycott, hein, il faut, ça, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes entretiens, il y a des professionnels de la protestation, même dans le boycott. Hein, il y a des gens qui sont dédiés à investir donc les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les milices. Ils sont là, 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes. À chaque fois, c'est eux qui commentent et commentent rapidement l'événement. Et quand les Facebookiens lisent le commentaire, ils lisent bien sûr les 10 premiers commentaires, le dernier, et on voit toujours les mêmes commentaires avec des faux comptes, etc., avec de la manipulation des vidéos, etc., etc. Donc, je ne vais pas tarder, j'espère que j'aurai l'occasion de parler de tout ça. Merci. Merci pour cet éclairage sociologique où on apprend beaucoup de choses, la fin du zaïm, l'État contre la rue, on ne veut plus d'idéologie, les mutations profondes de la société, l'urbanisation, l'individualisation. Donc tout ça, ce sont des tendances de fond qui nous permettent de comprendre un petit peu la genèse du phénomène. Maintenant, si on veut essayer d'analyser le phénomène lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, quelles sont les leçons à tirer, et je m'adresse à M. Alaoui en tant que membre du Conseil économique et social, vous qui faites beaucoup d'études sur l'économie, la société, la démographie. Comment vous pouvez lire ce phénomène et comment vous pouvez le décrypter? Merci. Bonsoir à tous. En fait, nous, au niveau du Conseil, nous avons un certain nombre de rapports qui sont publics, hein, qui sont sur le site et que je vous invite à aller consulter, et en particulier hein, sur les valeurs et les nouvelles technologies chez les jeunes. Pendant l'étude qui a conduit à ce rapport, on s'est posé la question, pour une fois, non pas combien est-ce qu'il y a de jeunes sur Facebook et qu'est-ce qu'ils y font d'un point de vue commercial, mais qu'est-ce qu'ils en pensent et quelles sont leurs limites et comment ils se comportent. Et, alors, il y a énormément d'informations. Il y a donc une étude qui a été faite. Il y a une deuxième étude dont les chiffres vont être publiés en septembre, en collaboration d'ailleurs avec la NRT, qui est beaucoup plus précise, mais qui donne des informations assez intéressantes. Je vais vous donner juste deux ou trois informations.
Ce qui est le plus étonnant en termes de comportement, c'est quand on demande aux jeunes est-ce que vous avez des limites lorsque vous êtes sur les réseaux, la moitié d'entre eux n'en a pas. C'est une moyenne générale, la moitié ne se donne pas de limites. Et dans l'ordre, la première limite qui arrive, disons environnement social, là, mon collègue pourra mieux vous expliquer, mais la première limite qu'il se donne est une limite religieuse. Bon, ça, à la limite, on se dit c'est un peu normal vu la société aujourd'hui, comment elle se comporte. Mais ce qui, à mon sens, est assez inquiétant, c'est que la dernière limite qu'ils se donnent est la limite du droit. Donc, en fait, ils estiment quelque part qu'ils n'ont pas à respecter le droit une fois qu'ils sont sur les réseaux et qu'ils sont derrière un cache. Sinon, il y a... Je vais rejoindre ce qu'a dit Sierra Cheikh, c'est que en fait c'est un petit peu c'est naturel que l'on voit ce qui se produit aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème c'était pas est-ce que ça va se produire ou est-ce qu'on va y réfléchir, c'est quand est-ce que ça va se produire. Le fait que ça se soit produit cette année, ça aurait pu se produire l'année dernière, ça aurait pu se produire l'année prochaine. Mais c'était évident. D'ailleurs de ce point de vue, j'ai un constat, il y a deux éléments lorsque l'on travaille, sur lesquels on insiste énormément au niveau du langage. C'est le mot virtuel et le temps des verbes. Le temps des verbes. Je vais vous expliquer par exemple le titre ici. La société est-elle en marche? Quand on pose cette question, on a déjà 25 ans de retard. Parce que ce n'est pas la transformation numérique est-elle en marche, c'est l'avons-nous raté, que n'avons-nous pas vu, mais elle n'est pas en marche. Si vous mettez la transformation de la société, c'est un autre débat. Mais à partir du moment où vous mettez le numérique, dès qu'il y a eu l'apparition des réseaux sociaux, il y a eu une transformation évidente de la société parce que les canaux de communication et la façon de communiquer a changé. Il y a les spécialistes de la communication, je suppose, qui reviendront là-dessus. Mais ça, c'est le premier élément. Il ne faut jamais, jamais, jamais parler au passé ou au présent. Enfin, au présent ou au futur quand on parle de phénomènes qui sont passés. Parce que déjà, ça dénote un état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que je constate au Maroc de manière systématique quand on voit les responsables, qu'ils soient au niveau entrepreneurial ou au niveau de l'État. On a toujours, l'avenir, c'est le commerce électronique. Je suis désolé, on est un pays du tourisme et les 2/3 du tourisme mondial sont électroniques. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter son billet d'avion dans une agence, c'est l'exception, ce n'est pas l'inverse. Or, nos responsables, y compris le ministre du Tourisme, nous disent que l'avenir est au tourisme électronique. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a le virtuel. Alors le virtuel, là, on est en plein dedans. Je ne comprends pas qu'on parle encore de monde virtuel alors que Danone est en train de perdre de l'argent. Est-ce que c'est de l'argent virtuel qu'ils ont perdu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de virtualité, c'est la réalité. Donc ce sont ces deux éléments qui, intellectuellement, font que prenez n'importe quel responsable, d'ailleurs que ça soit, y compris lors de cette crise. Y compris lors de cette crise, les gens continuent à parler de monde virtuel, ils continuent à parler de l'avenir, etc., alors qu'on est en plein dedans. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce qu'on a remarqué aussi, et là, vous pouvez reprendre là aussi des rapports du Conseil, hein, je défends quand même un peu ma maison, des rapports d'il y a 6-7 ans, dans lesquels on insiste sur le fait que le canal de communication privilégié avec la jeunesse, c'est le canal électronique. On vient de faire un rapport qui a été présenté la semaine dernière, c'est ça, c'était la semaine dernière, sur les contenus culturels et les médias. Et en fait, les médias, tous les médias normaux, on s'en fout. Parce que si vous prenez les contenus culturels, vous prenez un artiste marocain, le plus connu, le plus célèbre sur YouTube, il a 620 millions de vues. Et là, on a eu un débat là-dessus. C'est 620 millions de vues. La télévision marocaine, le maximum qu'on a trouvé comme données publiques sur les 5 dernières années, c'est 4 millions de spectateurs en simultané pour un feuilleton turc. Il n'y a pas les statistiques de la Coupe du Monde qui faussent tout au niveau du sport, mais le sport est à part, puisque c'est du direct.
Mais si on prend tout le reste, donc on est réellement, alors pour reprendre ce qu'il ne faut pas dire, on est dans le monde virtuel, mais en fait c'est l'inverse. C'est que tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est la réalité. Ce qui se passe à la télévision, dans les journaux, c'est pas la réalité. C'est la réalité des plus de 45 ans, qui sont au Maroc une minorité absolue, puisque le dernier recensement, je n'ai pas les chiffres en tête comme mes collègues, hein, le dernier recensement remonte. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire passer comme message. Et je vous assure que si vous voyez les rapports, quel que soit d'ailleurs le sujet que l'on traite au niveau du Conseil, systématiquement, il y a toujours une recommandation sur diffuser l'information de manière importante sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, on se rend compte qu'on est désarmé. C'est-à-dire que les structures traditionnelles, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un communiqué à la map. Qui c'est qui va le lire ? On fait un communiqué à la télévision. Qui c'est qui regarde la télévision ? Donc, il y a un vrai problème de compréhension des modes de communication qui sont utilisés aujourd'hui. Hein, c'est vraiment le passage du tam-tam au télégraphe. On continue à faire des messages au tam-tam alors que le télégraphe diffuse beaucoup plus rapidement. Et on est en retard. Donc c'est pour ça que je voulais insister sur le temps du verbe. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental que j'essaie de ramener systématiquement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc on retient qu'aujourd'hui pour les jeunes, il n'y a pas de limite. Sur les 50% pensent qu'il n'y a pas de limite. La première limite est religieuse. Et étonnamment, la dernière est juridique. Je pense que c'est sur ce terrain que nous sommes en train de perdre la bataille. Le temps du verbe est très important. Et le canal de communication privilégié avec la jeunesse, c'est le virtuel. Et là, vous nous éclairez sur un point qui est particulier, c'est par rapport à la gestion de cette crise par les entreprises, tant au niveau des canaux de communication avec ce mouvement qu'au niveau du temps utilisé. Au-delà de ce phénomène, nous sommes en train d'assister comme à une reconfiguration des relations entre consommateurs et producteurs. Aujourd'hui, quand nous voyons le PDG de Danone venir au Maroc et dire « voilà, je vous ai compris à la Charles de Gaulle », et quand on voit d'autres grands patrons d'industrie paniquer, ne sachant pas quoi faire, je voudrais juste m'adresser à Madame Idrissi, à laquelle je souhaite la bienvenue, bien sûr. Est-ce que cela n'est-il pas en train, excusez-moi si c'est juste encore le mauvais verbe, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister vraiment à un changement dans les rapports de force entre consommateurs et producteurs, à partir du moment où le point fort du producteur était l'information qu'il détenait et que n'avait pas le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur détient cette information. Non seulement il la détient, il peut la partager, il peut créer un mouvement derrière, et donc il se retrouve sur le même pied d'égalité informationnelle avec le producteur, mais avec une capacité de mobilisation qui est beaucoup plus importante et qui laisse le producteur dans une impasse stratégique. Comment expliquer tout cela ? Et bonsoir tout le monde. J'ai envie de vous dire que ce que vous dites ne s'applique pas uniquement sur la relation consommateur-producteur, mais s'applique aussi sur la relation citoyen-gouvernement, s'applique aussi sur la relation équipe de foot, coach, spectateur. Et donc effectivement aujourd'hui l'information est devenue plus démocratisée. Donc l'accès à l'information est devenu plus démocratisé, mais ce qui est encore plus entre guillemets dangereux, c'est la viralité. C'est qu'on a non seulement accès à l'information, mais on peut la partager. Et ce que les médias classiques pouvaient faire en 24 heures, le digital aujourd'hui peut le faire en quelques secondes, voire quelques minutes. Et c'est effectivement... c'est un problème de compréhension. Donc, ceux qui étaient en position de force jadis n'ont pas compris ce changement et se considèrent toujours en position de force. Or, la réalité est différente et ils ne comprennent pas où existe la défaillance. Il n'y a aucune défaillance. Il y a juste un shift de 180 degrés d'abord des mindsets,
des modes de communication. Et puis, le rapport de pouvoir a changé, mais pas de façon naturelle, parce que les consommateurs ont décidé de détenir, de prendre le pouvoir. Ils ont décidé d'utiliser le digital pour prendre ce pouvoir et se positionner différemment. Maintenant, sur le principe, moi, c'est cette notion de rapport de pouvoir qui me dérange aussi. Parce que dès lors que les entreprises se sont inscrites dans cette logique de qui est le plus fort, et donc, si on veut, de façon inconsciente, elles sont rentrées dans une logique de bras de fer. Et donc, ce bras de fer a montré ses limites très rapidement et n'a pas permis de régler le problème. Et dans une situation de crise, le temps est un facteur décisif dans la gestion de crise. Donc, on l'a vu dans les différentes sorties. La plus flagrante, à mon sens, c'est quand, en plein salon de l'agriculture, j'ai le ministre de l'Agriculture qui trinque avec son verre de lait. C'était le deuxième jour de la campagne de boycott. Et donc, là, ça annonce un peu la couleur de dire qu'on est dans le bras de fer. Si vous refusez le lait, moi, je le prends et je m'affiche avec. Et donc, c'était ça, effectivement, qui a un petit peu annoncé l'orientation. Et les autres entreprises, là je parle de ministres, je ne parle pas d'opérateurs économiques qui est aussi dans la logique de boycott. Donc en tant qu'acteurs économiques, ils ont suivi sans forcément challenger ou réfléchir. Et toutes les entreprises par la suite se sont inscrites dans cette logique. Et très rapidement, les jours se sont suivis, les semaines se sont suivies pour arriver à une situation où les entreprises étaient dépassées. On ne s'est rendu compte de la gravité de la situation que lorsque ces entreprises ont commencé à recevoir leurs chiffres de vente et voir qu'effectivement, on n'était plus dans le virtuel, mais on était dans la réalité. Et donc, ce boycott virtuel avait un impact réel, immédiat, clair et important sur les ventes. Et donc, là, on ne sait plus comment réagir. Et forcément, quand on ne sait plus comment réagir, quand on n'est pas préparé, quand on n'a jamais préparé un scénario de communication de crise quand on n'est pas en crise, c'est-à-dire quand on est bien, quand on a les idées claires, quand on a suffisamment de recul, en général, les décisions prises in situ ne sont pas les bonnes ou ont beaucoup de chances de ne pas être les bonnes. Et donc, on s'engouffre encore plus dans des sorties médiatiques non calculées, dans des déclarations pas forcément les bonnes. Et jusqu'à arriver, après plusieurs semaines du boycott, à un PDG de Danone qui dit « je vous ai compris », eh bien c'est trop tard. Vous nous avez compris, c'est bien, mais c'est un peu trop tard parce que d'abord c'est le facteur temps, mais finalement je ne suis pas sûre que vous avez compris ce qu'il faut comprendre. Si vous avez compris que c'est une question de prix et donc vous voulez refaire votre pricing, on vous a dit que ce n'est pas uniquement une question de prix, c'est aussi une question de qualité du produit. Mais in fine, on vous a dit que c'est un malaise social qui se matérialise par cette action. Donc en réalité, Danone n'est pas le responsable du malaise social. C'est un gouvernement qui est responsable du malaise social. Vous pouvez apporter de très bonnes réponses. La démarche aujourd'hui est très bonne de Danone, mais malheureusement, elle ne répond pas à la question. Donc on peut avoir une bonne réponse, mais si elle ne correspond pas à la question, c'est un hors-sujet. Et donc, on n'est pas en train de régler le problème, c'est ce qui est aujourd'hui en train de se passer. Donc pour récapituler un peu, il y a une incompréhension. Donc les entreprises n'ont pas compris que depuis 10 ans minimum, la donne a complètement changé. On est passé effectivement d'un fournisseur d'information, fournisseur unique de l'information, où on était dans une situation, on était les seuls à diffuser ce qu'on voulait, de la façon qu'on voulait, à travers les canaux qu'on voulait, et donc on maîtrise, à une situation où on ne maîtrise plus rien en réalité, parce qu'il n'y a plus de canaux officiels de communication ou de porte-parole officielle de l'entreprise. Toute personne qui travaille au sein de l'entreprise peut tourner une vidéo et la partager, peut faire un live, peut faire un post Facebook, et donc l'information peut être diffusée de façon non contrôlée. Donc ils n'ont pas compris cela. Deuxièmement, ils n'ont pas compris la portée du digital. Le digital, pour les entreprises qui croient le plus avoir compris, c'est une page Facebook et une agence qui va faire des posts et qui va recruter des likes.
Or, ce n'est pas du tout ça. Et puis, aucune compréhension de la nécessité de scénarios de communication de crise. Et puis, on a aussi nos managers, la majorité de nos managers ont cette fâcheuse habitude de ne pas se faire accompagner par des spécialistes. Et donc, on est encore dans la logique d'on sait tout faire. Et or, personne ne peut savoir ou prétendre à savoir tout faire. Donc, et puis, le métier de la communication reste quand même très mal compris dans notre pays. On ne fait pas forcément la différence entre communication, marketing, relations publiques et tout ce qui gravite autour. Or, c'est des métiers qui sont complètement différents. Le facteur temps aussi, avec le digital, la notion du temps a complètement changé. Et donc, effectivement, on n'est plus dans la logique d'envoyer un communiqué de presse à la map et attendre, attendre les bouclages des quotidiens, puis des hebdomadaires, puis des mensuels. Et on sait quand l'information va tomber plus ou moins. C'est de l'instantané. Dernier élément, c'est le canal que j'utilise. Je me demande comment est-ce qu'on peut répondre par un communiqué de presse à une action qui a été lancée exclusivement sur les réseaux sociaux. Et donc là, ça montre tout, ça résume un peu tout. On vous parle, c'est une population qui vous parle à travers un canal, et c'est ce canal qui a permis au mouvement de prendre, et vous n'arrivez pas à comprendre qu'il faut utiliser le même canal, le même langage, le même ton, pour répondre à cette situation. Et donc, ça crée une situation pratiquement de chaos où l'entreprise ne sait plus où en donner la tête. Il y a eu beaucoup d'exemples par le passé d'entreprises qui ont été face à des situations de boycott. Et seules celles qui étaient d'abord préparées et qui avaient toujours prévu dans leur plan une situation de boycott. Et si demain on nous boycottait, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Le dernier point que je voudrais aborder, c'est qu'une entreprise comme Danone, pour ne citer que cet exemple, est une entreprise qui est très engagée dans ce qu'on appelle la RSE. Donc c'est une entreprise qui effectivement investit beaucoup d'argent auprès des éleveurs pour les accompagner à se développer et à évoluer, se structurer. C'est une entreprise qui fait énormément d'opérations dans des écoles, dans des crèches et donc en général dans des écoles publiques au profit d'enfants de la classe moyenne, voire de CSP inférieur. Et la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que toutes ces actions, tous ces investissements, toutes ces actions de RSE n'ont pas pu prémunir cette entreprise contre un effet très important du boycott. Pourquoi ces gens-là ne se sont pas constitués en ambassadeurs de la marque ? Pourquoi ces gens-là n'ont pas défendu la marque et n'ont pas mouillé la chemise pour dire que si cette entreprise nous apporte de la valeur ajoutée, si elle le fait en réalité, eh bien aujourd'hui, nous voulons un petit peu rendre l'ascenseur et agir en médiateur, agir en personne, en témoin. Et donc c'est aussi une question à laquelle ces entreprises sont amenées à répondre, à mon sens. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage qui nous renvoie un petit peu à la manière avec laquelle les entreprises ont pu gérer cette crise. Alors, en vous écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Cambridge Analytica et au scandale. Et on a vu comment est-ce que des entreprises ont pu, en récupérant les données de la population américaine sur les réseaux sociaux, orienter le vote d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où on se rend compte de la dangerosité de tels canaux. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui pensent choisir, finalement, peuvent être guidés si la personne a, comme vous avez dit, madame, et je vous remercie, a le bon canal, a la bonne technologie, notamment le big data pour analyser de grandes quantités, et sait communiquer le message pour orienter votre décision, alors que vous pensez être maître de cette décision. Et donc là, on a vu les milices, on les recrutait pour acheter des likes et autres, et donc ça oriente d'une manière ou d'une autre le mouvement. Et on a vu que le mouvement avait commencé d'une manière assez timide, et j'ai vu une étude récemment où, au fur et à mesure des sorties des responsables, que ce soit politiques ou d'entreprise, le mouvement prenait de l'ampleur. C'est à la limite, si seulement, excusez-moi, si seulement ils se taisaient, on aurait peut-être pu gérer ça autrement. Et donc ça nous renvoie à deux réalités. D'abord, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et ceux qui comprennent
Ce qui se passe ne sont pas les hommes de marketing, les stratèges, mais ce sont les mathématiciens, les statisticiens, les informaticiens qui ont compris le mouvement et l'ont anticipé. Maintenant, ils sont en train de l'orienter. Alors la question que j'ai envie de poser à M. Douib, pour vous, en tant qu'expert de la communication sur les réseaux sociaux et digital en général, est-ce que vous pensez que la manière avec laquelle on gère cette communication de crise est largement en décalage avec les nouvelles tendances que nous avons constatées, ça on a pu le voir, mais aujourd'hui, si on doit rattraper le coche, après avoir perdu beaucoup de temps, comment s'y prendre? Je rectifie, je ne suis pas un spécialiste de la communication digitale, je suis un spécialiste du contenu et du conseil en contenu. Donc ma porte d'entrée pour analyser tout ça, c'est le contenu. Juste, si tu permets, je reviens juste à ta première question. Le fait qu'on n'a pas pu rien vu venir, je rebondis un petit peu sur notre ami sociologue. En fait, les entreprises étaient dans une zone de confort. Je pars sur la partie digitale, je pense qu'on était avec en face des communautés maîtrisables, gérables. Aujourd'hui, ce phénomène-là a eu l'effet d'une secousse et c'est sûr que tout le monde n'a pas pu venir le choc. Pourquoi? Techniquement, parce que ces entreprises n'investissent pas dans des outils puissants. Il y a des outils puissants pour savoir ce qui se passe sur la partie digitale. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, là je parle des choses techniques concrètes, la plupart des entreprises font de la pige digitale comme de la pige classique revue de presse. Remontez-moi des choses sur le Facebook, sur le Twitter, alors que ça ne sert absolument à rien. On ne peut pas avoir les foyers de tension, ni qui sont ces gens qui sont en train d'attaquer votre marque. Aujourd'hui, ces entreprises n'ont pas les outils qu'il faut pour pouvoir adresser une réponse, qui peut être efficace ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'outils. Vous avez cité le cas de Cambridge Analytica. On parle de ce genre d'entreprises qui ont des outils puissants, qui permettent à des entreprises d'avoir des éléments, de la bonne data, pour pouvoir communiquer avec ces gens qui boycottent leur marque. Au bout de 3 mois de boycott, je pense qu'il y a une remise en cause au sein de ces entreprises, en tout cas les plus concernées. Mais je prends le cas de Danone, c'est vrai qu'il y a une démarche qui est en train de faire oublier un petit peu tous les ratages et les dérapages qui ont eu lieu. Mais preuve aujourd'hui, en tout cas, aucun indicateur ne permet de dire que la communication de crise employée a pu, ne serait-ce que, faire calmer les esprits. Donc on n'a pas aujourd'hui, encore une fois, d'outils qui nous permettent, nous, en tant que communicants, de pouvoir dire que telle communication a pu, ne serait-ce convaincre les plus réticents. Et aujourd'hui, ces marques, ils auront beaucoup plus de temps à gérer ce genre de crise parce que ça ne va pas se régler en quelques semaines ni en quelques mois. Je pense qu'ils sont partis pour au moins 1 année, 2 ans. Je pense, là, je suis optimiste parce que les dégâts ont été tellement énormes et je pense qu'on a perdu de temps dans la réactivité, les messages clés, les éléments de langage employés. Et valeur aujourd'hui, on a une marque qui n'a pas communiqué. Je citerai. Qui n'a pas communiqué, c'est un choix de communication qui peut être aussi... maintenant, on va voir s'il est le bon ou le mauvais choix. On a une marque qui a trop communiqué, qui est Danone, et aujourd'hui, il paye le prix un peu de cette communication-là. Et l'autre marque essaye de voir comment se positionner dans ce flot de critiques et de boycott. Et encore une fois, moi j'insiste sur cette idée-là. On n'a pas aujourd'hui de la bonne data pour pouvoir adresser des réponses de communication. Tant qu'on n'a pas, je pense qu'on va juste naviguer, juste employer des choses. La communication de crise dont tu disais tout à l'heure sur la façon de gérer les pages Facebook, ce n'est pas des posts Facebook qui vont calmer, ce n'est pas les pages Facebook qui vont te régler une situation de crise. Et on se rend compte aujourd'hui que même sur l'offre sur le marché marocain en termes d'expertise de communication de crise, il n'y a pas vraiment une offre. Aujourd'hui, il y a des agences classiques qui offrent de la communication de crise, mais ce n'est pas des experts de communication de crise. Si aujourd'hui le PDG de Danone qui se déplace au Maroc avec son équipe, c'est un message clé, c'est qu'au Maroc, on n'a pas de spécialiste digne de son nom de communication de crise. Il faut être aussi honnête, il faut le dire, parce que tout le monde a été pris de court. Et tout le monde n'a jamais... C'est une première mondiale, je le rappelle. Hein, ce mouvement de boycott, c'est pas
on n'a pas vécu un tel mouvement ailleurs à travers le monde. Donc on découvre, et tout le monde découvre, et je pense que c'est challengeant pour tous les communicants et les spécialistes et les experts de communication digitale. Voilà. L'idée que vous avez avancée, qui peut faire peur, qui peut vraiment faire peur, c'est que vous dites que ça peut durer une année, au moins. Et est-ce que financièrement, ces entreprises peuvent tenir? Et si nous avons des cas de faillite d'entreprise en raison de ce moment, parce que une année avec des chiffres de vente qui s'effondrent, ça, on ne peut pas tenir. Alors, à votre avis, quand vous dites on manque d'outils, ça c'est une certitude, mais nous sommes devant une situation, c'est une première mondiale, vous venez de le rappeler, le PDG de Danone vient avec ses équipes, mais ce n'est pas sûr qu'ils arrivent à résoudre le problème, parce qu'elles aussi ne sont pas habituées à une action d'une telle ampleur. Aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, une baisse des prix va-t-elle calmer le mouvement? Ou bien, comme a dit Mme Idrissi, non, on ne répond pas à la question, puisque la question est en dehors des prix. Ça peut être paradoxal, mais je pense que la solution ne va pas se limiter à la communication. Attention, parce qu'on croit que la communication va régler ce souci-là de boycott. Ce n'est pas la communication elle seule qui va régler. Je pense qu'il y a d'autres portes d'entrée. Je ne connais pas une entreprise, par exemple, boycottée, qui a fait appel, par exemple, à des sociologues ou des chercheurs pour pouvoir remuer tout ça et avoir une certaine visibilité. On fait appel directement à des communicants, comme si les communicants avaient la clé pour... Et pourtant, le phénomène est tellement complexe que, à mon avis en tout cas, il faut plusieurs disciplines. Ce n'est pas une affaire de communication. Aujourd'hui, les marques, moi je le dis, je pense que les marques marocaines ont du mal encore à évaluer un petit peu leur cote ou leur patrimoine immatériel et éthique. Vous avez des entreprises performantes. La marque Sidi Eli est une marque performante, qu'on ne le veuille pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais est-ce que sur la partie, par exemple, éthique, quelle perception elle a chez les jeunes, d'ailleurs sur le digital? Quelle perception ils vont avoir de cette marque-là, si éthiquement, ça ne leur parle pas? Donc je pense que là, c'est là où je dis qu'il y a pour ces marques boycottées, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Et la réponse ne va pas être que dans la communication. Je pense qu'elle doit s'ouvrir un peu plus sur l'environnement, sur plusieurs disciplines, sur plusieurs spécialistes, pour pouvoir recadrer le tout. Maintenant, sur une année, de ce que je vois, je ne pense pas qu'il y a une solution aujourd'hui. Le fait d'aller sur le facteur prix, parce que c'est vrai, quand la seule étude qui a été faite sur le mouvement de boycott et qui dit que la moitié des gens qui boycottent, c'est sur le prix. Je ne pense pas que le prix va à lui seul, revoir le prix va résoudre l'équation du boycott. Ça va se régler sur la partie éthique, sur la partie contenu de ces marques vis-à-vis de leurs différents publics, non pas consommateurs. Et c'est là où je pense qu'il y a c'est challengeant pour le communicant, dont d'autres spécialistes bien évidemment. Juste avant de donner la parole à M. Septi, je voudrais juste interpeller Madame Idrissi. Comment une entreprise peut-elle régler un problème alors que la question ne lui est pas posée, elle est posée au gouvernement? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, avant de répondre à votre question, j'ai juste envie de de commenter ce qu'a dit Si Mohamed. Donc, il parlait de communication et il pose la question comment des entreprises peuvent faire appel uniquement à une agence de communication. Et là, en tant que professionnel de la communication, j'ai juste envie de faire la distinction entre les agences qui font de la communication opérationnelle, les agences qui font du conseil et de la stratégie de communication. Dans ce genre de situation, c'est l'agence qui fait du conseil et de la stratégie en communication qui doit être interpellée en premier lieu. Et c'est à cette agence de faire son diagnostic, de comprendre le problème et d'aller chercher les différents corps de métier, les différents spécialistes qui peuvent justement résoudre le problème. Dans la communication, il y a l'outil, le canal, mais il y a surtout le contenu. Et donc ce contenu, l'agence est censée conseiller et maîtriser les canaux à utiliser, la formulation, le message, mais le contenu doit être fourni par les spécialistes en effet. Donc quelque part, je suis un peu effectivement ton raisonnement, mais le point de départ doit être l'agence conseil en communication parce que le problème est venu
d'une initiative basée sur un outil de communication et sur un réseau. Maintenant, oui, c'est tout à fait cela. Et moi, la question que je poserais, c'est pourquoi est-ce que Centrale Danone, aujourd'hui Danone, c'est les seuls qui sont en train de s'exprimer. Et ce n'est pas Centrale Danone qui s'exprime, c'est Danone qui s'exprime. Donc c'est la marque française, c'est le CEO Danone qui vient. Et donc ça aussi, ça a son message, si on veut dire. Donc c'est la marque qui se sont aussi engagés et qui se sont interpellés. En effet, il s'agit d'un malaise social qui a été très clairement exprimé et qui s'est manifesté à travers les différentes réactions. On baisse le prix pendant le mois de Ramadan et on fait une initiative de Ajin Salho et on vous dit, bon, finalement, vous savez, on a bien réfléchi, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de qualité de produit. Et avec un petit peu d'intelligence, on comprendra que ce n'est ni le prix, ni la qualité, mais c'est autre chose que les Marocains sont en train de s'exprimer. Les Marocains ont trouvé dans ce boycott une cause qui les unifie en l'absence de vraie cause qui les a unifiés depuis un moment. Ils ont trouvé en ce Facebook, dans le digital, un moyen safe, sûr, de pouvoir mener des actions qui leur permet de faire entendre sa voix, qui leur permet de se sentir à plusieurs, parce que la grande force aujourd'hui d'un réseau social comme Facebook, c'est d'amplifier la position. C'est-à-dire que j'exprime mon avis, mais si je l'exprime chez moi à la maison ou même dans un cercle restreint d'amis, on sera 10, 20 à être au courant. Mais si je l'écris sur Facebook, c'est minimum, enfin c'est mes amis qui vont avoir accès. Les amis sur Facebook se comptent en plusieurs centaines, voire quelques milliers. Il suffit d'un partage pour que les amis de mes amis le sachent. Et donc, c'est ce pouvoir d'amplification de la voix. Et ce qui renforce réellement ce boycotteur, c'est ce sentiment de ne pas être seul, de ne pas être isolé. C'est le même sentiment qui, aujourd'hui, dans la vie réelle, versus la vie virtuelle, c'est ce sentiment dans la vie réelle d'être isolé qui empêche beaucoup d'entre nous d'agir et de poursuivre un certain nombre de convictions que nous avons. Donc, nous arrivons à dépasser ce sentiment de solitude à travers des partages ou des likes. Vous savez, la sensation que chacun de nous a en suivant le nombre de likes après un post. Mais en fait, ce n'est pas pour dire je suis influent, mais c'est quelque part pour dire que finalement, je ne suis pas seule à penser comme ça. Je ne suis pas seule à avoir cette position et que finalement, cette position, si elle est partagée ou likée par 200 personnes, c'est que je peux en faire quelque chose dans la vie réelle. Et c'est ça, justement, qui a mené cette amplification. Danone répond à une question qui ne lui a pas été posée. Danone, en disant « je vous comprends », se substitue à un gouvernement. Le problème, c'est que quand le gouvernement a voulu prendre la défense de Danone, on a eu droit à une démission. Ça a été fait de façon très maladroite de dire « je me substitue à Danone ». Et là encore, oui, une annonce de démission en tout cas. Et là encore, c'est le gouvernement qui n'est pas du tout prêt à gérer des situations de crise, des situations dans lesquelles il est en parfaite position pour venir agir. J'ai 3 grandes entreprises du pays qui emploient beaucoup de personnes et où il y a un danger sur les emplois, sans parler de la vente de produits parce que là n'est pas le sujet. Qu'est-ce que nous avons apporté comme solution à ces entreprises? La question de ce que j'apporte comme solution aux citoyens est très différente. Mais qu'est-ce que ce gouvernement est capable d'apporter comme solution à des entreprises qui sont en train de souffrir et qui risquent effectivement de faire des licenciements? On en a déjà vu. Eh bien, rien. Et donc là, c'est là où on peut vraiment mettre le doigt sur l'origine de ce malaise qui a entraîné cette situation. Alors, quand on voit un petit peu le cycle de ce boycott, alors au début on a commencé par sous-estimer, ensuite on a attaqué, on a traité les Marocains de traîtres à la nation ou bien d'étourdis. Ensuite, le mouvement s'amplifiant, on a calmé le jeu, venez on se agit de salho. Ensuite on est passé à la menace déguisée, on va réduire du tiers nos... Maintenant, on a fait une campagne pour céder momentanément. Maintenant, vous avez le PDG de Danone qui vient pour dire « je vous ai compris ». Et quand on analyse ça,
l'élément que ces entreprises ont raté, c'est qu'ils n'ont pas fait attention que le temps peut faire en sorte que ça se transforme d'une campagne, enfin, d'un boycott à une habitude et qu'on oublie de consommer ces produits. Maintenant, même si demain on veut revenir à la situation initiale, il y a des gens qui ont perdu le réflexe de consommer ces produits. Et c'est là où on est interpellé par rapport à ce mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'à travers les différentes actions qui ont été menées par le gouvernement qui se substitue à Danone et Danone qui se substitue au gouvernement, on est en train d'alimenter le mouvement au lieu de le calmer? Merci. Combien d'entre vous ont une assurance habitation? Alors, je vois 5-6 mains se lever. C'est exactement le problème qu'ont eu les entreprises. Elles n'avaient pas d'assurance habitation, le voisin du dessus a eu une fuite, il s'est inondé chez eux et ils n'étaient pas préparés pour gérer la fuite. C'est exactement la situation qui s'est présentée. Parmi ces entreprises qui sont boycottées, il y en a une qui m'a consulté à 3 reprises pour des questions de e-réputation. La même boîte m'a consulté à 3 reprises. J'ai répondu les 2 premières fois. Avec sincérité, on y allait franchement, on a fait une proposition qui était, à notre niveau, on l'a trouvée très bonne. Et ils ont trouvé ça trop cher. La 2e fois, ils nous ont consultés, on a poussé notre réflexion encore plus loin, on a mis un prix qui était comparable, ils ont encore trouvé ça trop cher. La 3e fois, quand ils m'ont consulté, je leur ai dit, écoutez, vous allez trouver ça trop cher, donc c'est pas la peine qu'on réponde. Et ce qu'on leur a dit, c'est que le jour où vous arriverez à avoir votre fuite d'eau, vous trouverez que votre assurance, elle n'était pas si chère que ça, finalement. Et donc, le problème du manque de préparation, c'est, quelque part, ça rejoint un peu ce que disait Alaoui tout à l'heure, c'est si vous avez moins de 45 ans aujourd'hui, vous avez plus de 45 ans aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre les phénomènes dans lesquels on est aujourd'hui. Et je suis assez épaté que quelqu'un d'entre vous, qui avait manifestement plus de 45 ans, vous compreniez si bien ces phénomènes-là. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ces entreprises-là sont toutes gérées par des gens qui ont plus de 45 ans et ceux qui sont en âge de prendre des décisions n'ont pas intégré à quel point nous sommes dans un phénomène de fond. Je vais arriver à votre question tout de suite. Aujourd'hui, il y a 18 millions de smartphones au Maroc. C'est-à-dire que 2 tiers des Marocains ont accès à Internet, 2 tiers des Marocains ont un smartphone et 2 tiers des Marocains utilisent Internet de manière quotidienne pour échanger les uns avec les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute relation, quelle qu'elle soit, est désintermédiée. Nous parlons directement. Nous, on a une façon de parler, on parle des ruptures du digital. La principale rupture du digital est la désintermédiation des relations des gens les uns avec les autres et des marques vers les gens et même des politiques vers les personnes. Quelle politique aujourd'hui? Combien y a-t-il de personnages politiques qui sont vraiment présents sur les réseaux sociaux? Il n'y en a pas, il y en a ou quasiment pas. Il y avait Ela Ben Kiran, mais qui a arrêté. Il y a aujourd'hui Etman Ferdaous qui le fait de manière personnelle et qui le fait de manière active. Et puis il y en a certains qui font ça, qui ont donné ça à des personnes qui font ça de manière assez impersonnelle et qui donc n'a strictement aucun impact et aucun intérêt et que personne ne suit. Et donc ça montre qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris ce phénomène qu'est Internet et à quel point c'est une lame de fond qui va risquer d'emporter toute une génération. Et j'ai envie de dire, excusez-moi, M. Alaoui, je vous interpelle une 2e fois, combien de membres du Conseil économique, social et environnemental ont moins de 45 ans? Combien de membres du gouvernement ont moins de 45 ans? Aujourd'hui, les gens qui nous dirigent, les gens qui prennent la dynamique, ne sont pas dans cette majorité qui jadis était silencieuse et qui aujourd'hui est actrice et qui ne sont pas aujourd'hui au centre de décision et qui sont en mesure d'influer sur les choses. J'arrive à votre question. On est dans une situation de marché. Le marché a horreur du vide. Il y a des marques qui sont boycottées. Je suis arrivé un peu en avance. Alors moi, quand je passe dans les journaux, à la radio, on me dit souvent, Smaël, tu as l'habitude de raconter des anecdotes. Alors je ne vais pas manquer à mes habitudes. Je vais vous raconter une anecdote qui, pas plus tard qu'il y a 1 heure, je suis allé au café qui est en bas de la rue. Je suis arrivé en avant, je suis allé au café en bas de la rue. J'ai pris un café et on m'a donné une bouteille d'eau d'une marque internationale. J'ai interpellé le cafetier, je lui ai dit, mais je ne comprends pas que tu me donnes ça, c'est haram. Enfin, dans mon cas, de donner une marque internationale dans ce pays, de ramener un produit où quand on dépense 1,50 dirham pour acheter cette bouteille, il y a 1 dirham qui sort du pays, qui va à l'étranger, alors qu'on a plein de marques locales. Il me répond, on ne peut pas la prendre. Alors du coup, on a été obligé de prendre celle-là.
Ben oui, ces marques-là, toutes les marques sont en train de prendre des parts de marché. Et donc, la question que vous me posez, c'est est-ce que les gens vont perdre l'habitude? Ben en fait, ce café-là a pris l'habitude d'acheter notre marque. Et donc, même si demain, le phénomène de boycott va baisser, eh ben, il va falloir que les gens reprennent l'habitude d'acheter ces marques qu'ils ont perdu l'habitude d'acheter. Vous avez changé de station-service, donc vous avez perdu l'habitude d'aller à la station qui était en bas de chez vous, et vous avez pris l'habitude et vous avez rencontré Omar, le très sympathique pompiste de la station d'à côté, et vous allez avoir du mal à changer de pompiste, etc. Donc, oui, il y a ce phénomène-là purement commercial, là pour le coup qui n'a rien de boycott, qui est, ben en fait, on a changé nos habitudes de consommation. Et donc ça, par contre, là pour le coup, on est dans une vraie problématique de communication et marketing et qu'il va falloir travailler sur le long terme. Et quand tu parles d'un an, je te trouve hyper optimiste. Tu es hyper optimiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces marques-là, il faut qu'elles se préparent à ce que ça soit elles vont devoir reconquérir les marchés qu'elles ont aujourd'hui perdus. Et je vais vous raconter une deuxième anecdote. Vous posiez la question tout à l'heure de pourquoi ce boycott, où est-ce qu'on en est, etc. aujourd'hui. Khadija disait tout à l'heure, aujourd'hui, Internet a permis à tout le monde de devenir acteur de la société civile. Toutes les relations se sont désintermédiées. Vous avez parlé tout à l'heure de la désintermédiation des problématiques sociales. Les partis politiques, bon, plus personne ne leur fait confiance. Les syndicats, quand ils vont manifester le 1er mai, ils sont 1000 personnes à tout casser, à se retrouver tous ensemble avec le même beau t-shirt dans la rue, etc., pour défiler à Rabat, et on s'arrête là. Et grosso modo, nous n'avons plus, nous aujourd'hui, Marocains, qui avons envie d'être acteurs de notre société, ben des gens qui nous représentent et en qui on croit. Et donc, ce qui se passe, c'est que le citoyen moyen, et quand je dis ça, j'utilise volontairement, je veux dire, c'est le mot citoyen est pour moi un mot extrêmement positif. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont le sentiment de faire une action citoyenne. Ils ont le sentiment, et je pense sincère, de faire le bien au pays. Ils sont en train d'envoyer un énorme signal. Ouais, un grand warning, chauffe, il y a un problème. Et vous ne le voyez pas, et si vous ne le voyez pas, si vous croyez que c'est un problème de prix du lait ou de Sidi Ali, que de toute façon je ne consommais pas parce que je n'ai pas les moyens de l'acheter, c'est que vous vous foutez le droit dans l'œil jusqu'au coude. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Et ce moyen de communication qu'il leur est donné, ce moyen d'action pour eux citoyenne, ce moyen d'action citoyenne non risqué, c'est très important ce que tu dis, Khadija, quand tu dis ils ne prennent pas de risques. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les gens ont envie d'agir, mais ils n'ont pas envie de prendre des risques. Ils savent de la société dans laquelle on vit. Et donc il y a cet élément-là. Et puis le dernier élément, ils ont l'impression de faire quelque chose de respectable. Ils ont l'impression d'être dans un mouvement qui les dépasse, d'être dans un mouvement où ils sont un acteur positif de la société, de faire bouger les choses. Et ben aujourd'hui, les marques qui sont attaquées, elles doivent montrer, le meilleur moyen qu'elles ont de sortir de la crise, c'est qu'elles doivent montrer qu'elles sont un acteur elles-mêmes de ce mouvement. Au lieu de dire, c'est pas « je vous ai compris », c'est au-delà de là, c'est « je suis ana ma'akoum ». C'est pas un tsalho, c'est ana ma'akoum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez de baisser le prix, il ne faut pas dire que je baisse le prix pour lutter contre la... Non, j'ai compris il y a un mouvement social de personnes qui aujourd'hui ont des problématiques de pouvoir d'achat. Et ben les marques doivent montrer qu'elles sont acteurs de ce mouvement social. Et pour conclure, tout à l'heure, l'un d'entre vous parlait de Danone qui fait des dizaines d'actions toute l'année en permanence, etc. Le travail que font qu'ils font à destination des enfants, à destination des agriculteurs, etc., ben en fait, personne ne le sait. Et le vrai problème, etc., c'est qu'aujourd'hui, leur communication, elle est centrée autour de problématiques marketing et de montrer à quel point leur packaging est joli et à quel point à quel point ils ont innové dans la création de nouveaux produits, parce que c'est un marché qui est drivé par l'innovation. Donc, ils montrent le côté innovant, mais malheureusement, ben, c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué pour une marque d'aller prendre un 4x3 ou une façade d'immeuble pour dire on donne des yaourts à des enfants. Ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que c'est tellement fake, c'est tellement faux que personne ne va le faire. Par contre, venir sur les réseaux sociaux et montrer une image d'enfant qui récupère les produits, qui se les partage, etc., un truc bien ficelé, bien fait, là je fais appel à Hassim Mohamed qui peut vous faire un joli contenu bien fait et diffuser ça sur les réseaux sociaux, ça les marques peuvent le faire. Malheureusement, elles ne l'ont pas fait.
C'est ce que fait une marque qui a une Violette, avec un opérateur télécom Violet qui le fait très bien, avec une opération où ils montrent des choses qu'ils font. Et les gens le voient. Et là, pour le coup, eux, ils achètent les 4x3 et les gens le voient. Et ça veut dire que si demain, ils vont se faire attaquer, ils vont pouvoir ressortir ça. Ils vont avoir les ambassadeurs dont tu parlais tout à l'heure pour venir relayer ces actions qu'ils font. Et bien aujourd'hui, les marques, elles doivent se poser la question et se dire aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une stratégie de e-réputation. Et la e-réputation, c'est 3 choses. La première chose, c'est écouter. Les gens, aujourd'hui, ils écoutent d'une oreille. Ils écoutent uniquement les signaux forts. Et en réalité, le signal qui est important, ce n'est pas celui qui est fort, parce que tout le monde l'entend, celui-là. C'est le signal faible. C'est qu'est-ce que disent les gens, qu'est-ce que disent peu de personnes, et comment je peux l'écouter. Deuxième message, deuxième action de la réputation, c'est écrire. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne la parole. Et pas uniquement prendre la parole sur des éléments marketing, comme je disais tout à l'heure, c'est prendre la parole aussi avec mes actions sociales. C'est prendre aussi la parole avec des éléments de venir présenter les petits producteurs que j'ai. Et pas uniquement dans des 4x3 où je montre une personne bien rasée, etc. Non, l'agriculteur du fin fond du Rarb, il ressemble à un agriculteur du fin fond du Rarb. Pas un comédien que j'ai casté. Et puis enfin, la dernière chose, c'est influencer. Et aujourd'hui, ce qui est flagrant, c'est que c'est que toutes les personnes influentes des réseaux sociaux, la quasi-totalité, ont produit du contenu, mais plutôt côté boycotteur. Il y a eu très peu d'actions de militants ou d'acteurs influenceurs en défaveur du boycott. Alors d'abord parce que la lame de fond était tellement énorme, c'était compliqué de parler contre, mais surtout, comme en fait ils n'ont pas été activés au préalable par les marques, et là je vous renvoie à l'histoire de l'assurance habitation, ben, ils n'ont pas fait, ils n'étaient pas prêts, donc il n'y avait aucun élément pour pouvoir prendre effectivement la parole. Je vais rendre la parole parce que je suis bavard. Alors, je voudrais juste, en 30 secondes, vous avez émis une idée qui doit interpeller tous les actionnaires. Si je vous ai compris, les actionnaires qui ont un board de plus de 45 ans doivent trouver une solution. Oui. Oui, aujourd'hui, il va falloir rajeunir tous les boards des boîtes. Aujourd'hui, il est indispensable qu'on fasse émerger les talents de la génération Y, de la génération X, etc., qui sont des gens qui sont connectés à la vie d'aujourd'hui, qui sont des gens qui sont nés avec les réseaux sociaux, qui sont des gens qui sont nés dans un monde digitalisé. Les autres, ils ne comprennent pas. Je vais vous donner un exemple, encore une fois une anecdote. Hier soir, j'ai payé les impôts de mon père parce que mon père a été contraint de devoir faire sa déclaration sur Internet. Pourtant, mon père, il est super geek, il est sur Twitter et tout, mais déclarer ses impôts sur Internet, c'était au-delà de ses capacités, il n'y arrivait pas. Donc, il m'a demandé de le faire pour lui et moi, je peux le faire pour lui. Mais combien de personnes ont la possibilité d'avoir... La société avance presque trop vite par rapport à la population. Une dernière question pour M. Rachek et M. Alaoui. Alors, sans vouloir être ni optimiste ni pessimiste, est-ce que vous pensez qu'on va voir un autre mouvement ressuscité et sous quelle forme une fois que celui-là aurait fini d'une manière ou d'une autre? J'arrive pas, j'ai plus de 45 ans. Donc, parce que c'est la deuxième fois que tu le fais, donc un peu de respect. Donc, qu'est-ce que je disais? Moi, je suis tenté de faire cette relation, elle est hasardeuse, je vais m'aventurer pour la première fois, de faire, si vous voulez, cette relation entre le boycott et le phénomène de l'émeute. L'émeute, le Maroc, elle a été marquée par ce phénomène d'émeute. C'est une expression collective, violente, meurtrière, tout ce que vous voulez. Et j'ai remarqué dans le livre qu'il y a ce processus de pacification des mouvements sociaux depuis 1965, la première émeute sanglante au Maroc. La décennie des années 80, ça a été marqué aussi par des émeutes sanglantes, 81, 84, 90, etc. Et là, il y a un déplacement, si vous voulez, mais pacifié, de ces mouvements sociaux vers le virtuel.
Pourquoi vers le virtuel en grande partie? Parce que ces mouvements, hein, on l'a remarqué, quand on voit les statistiques ou l'évolution des formes des protestations sociales au Maroc, c'était en 2005, 700 manifestations en moyenne par an, manifestations sitting. En 2005, le Maroc il était heureux, il était content d'avoir 700. C'était, hein, là, on peut faire du marketing. Nous sommes un pays démocratique, nous avons la prise de la parole, nous avons les manifestations libres dans l'espace public, etc. Et de 700 manifestations en 2005, on est arrivé en 2008, 2009, 2010 à une moyenne de 15 000, 16 000, voire 20 000 manifestations et sittings par an. Ce qui fait une 56, si ma mémoire est bonne, 56 actions collectives dans l'espace public par jour. Donc 56, c'est énorme. Donc 20 000 manifestations seulement avec ce nouveau gouvernement, donc après 2011, le gouvernement mené par le PJD, on a remarqué qu'il y a une répression